on est prêt à se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est: «Qu'est-ce que je vais lancer?» Alors, par rapport au fait de savoir qu'est-ce qu'on va lancer, moi, je vais vous donner en fait certains conseils. Là, c'est par expérience, mais c'est aussi des formations que j'ai pu faire par la suite, qui m'ont personnellement aidé et qui m'ont permis aussi un petit peu plus de m'aguerrir sur certaines convictions personnelles. C'est la Vraiment le premier conseil que je puisse vous donner quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est de faire une introspection personnelle. Et sur ce point-là, en fait, on va voir 6 points. 6 points, et là, je vous invite, notamment à prendre des notes, parce que, comment dire? C'est quelque chose qui pourra vous servir et sur lequel, en fait, par la suite, ceux qui sont pas encore lancés, même ceux qui sont lancés, leur permettra, en fait, de pouvoir se remettre en question. Alors, la première question que vous devez vous poser, c'est, quand vous savez pas encore quoi lancer, c'est: quel est votre objectif? Quand je dis: «Quel est votre objectif?», c'est aussi bien financier que personnel, voilà, à tous les niveaux. Je m'explique. Si par exemple vous avez un objectif, d'un gain de 100 000 € par mois, c'est pas vous allez pas le travailler de la même manière que si vous voulez gagner 1 000 € par mois. C'est-à-dire que selon l'objectif que vous aurez, vous allez pas lancer le même type de projet. Par exemple, quelqu'un qui va ouvrir un petit local à côté pour vendre, je sais pas, des sandwichs, et qui se dit: «Voilà, moi si j'ai 2 000 € ça me suffit», c'est pas comme celui qui, veut par exemple ouvrir une chaîne de restauration. Donc déjà, en fait, la notion d'objectif vous permettra aussi de quadriller votre projet. Mais aussi pareil, il y a une autre notion qui est, comment dire? Un objectif qui est aussi personnel, voire social. C'est-à-dire si on se dit: «Voilà, moi je veux monter une start-up et cette start-up, je veux qu'elle puisse révolutionner le monde à tel niveau». C'est-à-dire que voilà, c'est une start-up de mise en relation, qui puisse, avoir telle fonctionnalité et qui puisse donc, voilà, je sais pas, régler tel problème dans la pauvreté, par exemple. Et voilà, grosso modo, selon donc l'objectif que vous avez, que ce soit social, financier, personnel, le projet ne sera pas le même et donc la manière de visualiser le projet ne sera pas le même. La deuxième chose, parmi les 6 points, c'est de connaître vos contraintes. Ça, c'est une notion aussi que parfois les gens ne maîtrisent pas assez. C'est de connaître aussi bien vos contraintes de temps, vos contraintes personnelles et aussi vos contraintes familiales. Pourquoi? Connaître ces contraintes, c'est utile parce que quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous savez que vous n'avez qu'1 heure de disponible par jour, c'est pas comme celui qui se dit: «Bon, voilà, par exemple, j'arrête tout et je me lance dans l'entrepreneuriat et j'ai 24/7 entre guillemets de disponible». Donc ça aussi, c'est une autre notion qui vous aidera déjà un petit peu plus à mettre un système d'entonnoir. Parce que, encore une fois, la notion de temps, la notion de contrainte familiale et cetera, par exemple, d'imprévu, si par exemple vous avez quelqu'un chez vous qui est malade, qui a une maladie, chronique et vous savez qu'il y a souvent des rendez-vous, hospitaliers. Et il y a toutes ces notions-là à prendre en compte pour votre projet entrepreneurial et sur celui que vous allez choisir. Si c'est par exemple sur une optique de revenus passifs, si c'est sur du consulting, si c'est sur, une agence de com et cetera et cetera. La troisième notion à prendre en compte, c'est quels sont les moyens qui sont à votre disposition. Là, c'est aussi bien d'un point de vue budgétaire, que ce soit d'un point de vue familial, si vous avez même des contacts importants, c'est-à-dire, un peu du type ce qu'on appelle des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui pourront vous aider dans votre business. Là, je vous prends un exemple très simple. Je connais quelqu'un personnellement, il a des contraintes familiales assez fortes. Par rapport à sa famille, ça c'est assez contraignant, donc il le restreignent un petit peu à plusieurs niveaux, même au niveau du temps. Mais par contre, comme il a des contacts très importants, des contacts d'influenceurs, c'est ce qui lui permet en fait, s'il lance un projet entrepreneurial, de pouvoir se lancer beaucoup plus facilement. Le quatrième point, le quatrième et le cinquième point, et je vais rester un petit peu dessus parce que c'est un des éléments qui vous permettra vraiment de vous distinguer par la suite et de ne pas faire du copier-coller, de faire un effet mimétisme comme on appellerait, avec, tout un chacun. Le prochain élément que vous devez connaître par rapport à vous-même, c'est de connaître vos forces, vos compétences, vos forces, vos qualités, de connaître vos faiblesses, vos défauts et de connaître ce que vous aimez ou non. D'accord? Et heu et notamment, par rapport à cela, en fait, ça va permettre, après d'aborder un autre sujet, de savoir, est-ce qu'on fait quelque chose qu'on aime ou est-ce qu'on est plutôt sur un profil commerçant? Je m'explique. Je vous ai dit, en fait, dans un premier temps, de connaître vos faiblesses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'on fasse une introspection personnelle et de connaître ses faiblesses, par exemple, de savoir, je prends un exemple, qu'on est quelqu'un de pas organisé. Donc, on sait que les faiblesses, c'est quelque chose sur lesquelles on pourra travailler. Mais si on sait que cette faiblesse-là va venir entacher
comment dire? Le projet professionnel que le projet, on va dire, entrepreneurial qu'on veut lancer, on sait que ça sera une des choses sur laquelle on va devoir absolument travailler. Donc ça, c'est la première notion, c'est de connaître toutes vos faiblesses et de les lister. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, et ça c'est une chose aussi qui est très, très importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Je m'explique pourquoi j'aborde cette notion de qu'est-ce qu'on n'aime pas, parce que quelque chose qu'on n'aime pas en général, comment expliquer? Heu, on sera tout en fait, l'exercice de faire par exemple, je prends un exemple, je prends mon cas personnel. Si je dois faire de la paperasse, même si ça me prend une demi heure par jour, c'est quelque chose qui est énorme. Ça me fatigue psychologiquement parce que c'est quelque chose que je déteste. C'est pour ça que moi, généralement, la paperasse, je la mets complètement de côté, limite, même, voilà, j'ai l'huissier qui peut venir et cetera, ce qui s'est déjà passé parce que je remplissais pas ma paperasse correctement, parce que je la faisais pas. Mais le fait qu'on sache qu'on n'aime pas, on sait automatiquement quels sont les éléments, voilà, qu'on veut pas et même pour notre business. Parce qu'en fait, à contrario, lorsque on aime quelque chose, c'est quelque chose qu'on pourra faire facilement, limite gratuitement, qu'on pourra faire, quasiment toute la journée. Un peu comme moi, ce que je fais actuellement, quand je fais du coaching d'entreprise, concrètement, je peux faire ça toute la journée, je m'amuse à le faire ou mettre en place des stratégies sur mesure, je m'amuse à le faire. Donc maintenant sur la notion de qu'est-ce qu'on n'aime pas? Il y a 2 notions. La première, c'est, voilà, on sait ce qu'on n'aime pas, mais après il y a aussi une autre notion, il y a la notion d'inconnu. Parce qu'il y a des choses, on peut pas encore vraiment savoir si on les aime ou on les aimera pas. Alors à ce niveau-là, sur ces choses-là, qu'on sait pas vraiment, on va dire que le fait qu'on connaisse un peu notre profil, on pourra plus ou moins savoir si on aimera telle ou telle tâche. Par exemple, moi je sais que, par exemple, je faisais des sites et cetera, mais moi je sais que cette notion un petit peu, comment dire, de technique ou de travail rébarbatif, je savais déjà que c'était quelque chose que j'aimais pas. Donc automatiquement, les sites, ça a été quelque chose que j'ai vite, pas aimé, en fait. Ça c'est voilà, ça c'est par exemple pour vous je prends mon cas, concret comme ça devient plus clair peut-être pour vous. Ensuite, il y a, la troisième notion. La troisième notion, c'est où est-ce qu'on est fort? Parce qu'il y a ce qu'on aime et là où on est fort. Alors, la première chose, c'est quand, il y a par rapport à ce qu'on aime, mais on peut ne pas avoir de compétences particulières là-dessus, mais juste avoir un sorte de «talent» entre guillemets. C'est comme si je disais, nous on aime bien le dessin, quelqu'un aime bien le dessin et il est très fort là-dedans. Mais il n'a pas forcément, monétisé la chose ou il n'a pas forcément de compétences particulières, mais il a un talent là-dessus. Quand je dis de compétences, c'est entre guillemets «professionnel», hein. Donc, alors, par rapport à ce qu'on aime, déjà ça par rapport à cette notion-là, ce que vous devez savoir, c'est que, ça c'est une notion très, très, très importante. Parce que ce qu'on aime, en fait, automatiquement, on peut vite devenir un expert sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va vouloir se renseigner rapidement, on va vouloir, en fait, on va vite graver les échelons et on se différenciera assez rapidement là-dessus. Plus que cela, on aura aussi notre identité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait quelque chose un peu comme tout le monde, la problématique, c'est que, bah, en fait, on est comme tout le monde, en fait. Alors que quand on aime quelque chose et qu'on est expert sur le sujet, on ne sera pas comme tout le monde. Parce qu'en fait, dans notre projet, il y aura un peu de notre méthode à nous, notre identité à nous. Et vous verrez que la majorité des formateurs en ligne, l'une de leurs spécificités, c'est qu'ils vous donnent pas forcément tous les éléments. Ils vous donnent, voilà, eux, comment dire, les bases. Et donc, nous, on va faire un effet de mimétisme, c'est-à-dire qu'on va on va recopier un peu leur méthode, mais tous les secrets entre guillemets, en général entre guillemets, hein, ils vont pas révéler tout ce qu'ils ont à dire en général. Ça, c'est une notion quand même à savoir. Et il y a une autre notion aussi, c'est que quand on aime quelque chose, on le fera sur du long terme. Alors qu'à contrario, quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, moi c'est ce que j'ai pu constater, je suis pas le seul, au bout de 2 3 ans en général, entre guillemets, soit on peut faire un burn-out, soit, entre guillemets, voilà, on va vite saturer, on va vouloir faire autre chose et c'est pour ça que c'est très important et je vous avais dit à contrario, quoi, à contrario, plutôt en complément, il y a aussi des notions où on est fort. C'est-à-dire, en fait, on a fait des formations sur un sujet, voilà, formation chef de projet, formation technique, ingénieur civil, peu importe, hein, formation de boulanger. C'est pas des choses particulièrement qu'on aime en particulier, mais où on est fort parce qu'on a acquis ces compétences-là. Donc ça, si vous préférez, ce que vous avez acquis à ce niveau-là, donc qu'est-ce que soit le projet entrepreneurial, c'est soit vous pouvez le monétiser directement, soit vous pouvez utiliser les méthodes que vous avez acquis dedans ou le mode de pensée issu de ces études-là, par exemple, pour votre projet entrepreneurial. Et moi, c'est exactement ce que j'ai pu faire notamment via mes études. Et je vais vous donner un exemple très simple, c'est, vraiment vous donner un exemple très simple d'entreprise où, la personne qui l'a créée aujourd'hui, même pour qui était une personne passionnée et aujourd'hui, son entreprise vaut à peu près 500 millions de dollars. C'est l'entreprise de Patagonia, en fait, qui font, qui sont spécialisés dans tout ce qui est harnais. Pour la petite histoire, en fait, la personne en question qui faisait ça,
C'était en fait quelqu'un qui était passionné par les faucons, quelqu'un qui était passionné par qui a commencé à se mettre à l'escalade et il a constaté une chose, il avait constaté en fait que les harnais en question qui étaient utilisés, c'était des harnais jetables et lui, comme c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nature, et en plus qui aimait la randonnée si je me rappelle bien, il s'est dit: «Bon, moi, comment dire? Je peux pas accepter ça. J'aime pas les trucs jetables comme ça, c'est pas bon pour l'environnement». Donc il a commencé à faire, des harnais réutilisables. Au départ, il a commencé à le faire pour quelques personnes parce que en fait, les gens, ils ont vu ce qu'il faisait, heu les gens de la randonnée et petit à petit, il a commencé à monter son entreprise. Donc d'une simple passion, il a commencé à monter, sa société, mais tout en gardant son éthique à lui, c'est-à-dire sa méthode à lui et son expertise à lui. C'est-à-dire, en fait, qu'aujourd'hui, vous verrez que Patagonia reverse toujours un pourcentage pour l'environnement et plus que cela, il se distingue par une chose très, très importante et sur laquelle je reviendrai beaucoup pendant la conférence, quoi, sur un point très important qui est la qualité. La qualité de leurs produits et qui fait toute la différence, en fait. Donc ça, c'est un exemple très simple et qui vous montre aussi, parce que je sais que parfois certains ont cette question de, comment je fais avec un petit budget? Je reviendrai aussi sur cette problématique, sur comment je fais avec un petit budget. Là, vous avez un exemple très simple et ça, cet exemple-là, ce n'est pas le seul, ayant en fait avec un petit budget commencé à construire un petit empire. Et maintenant, concernant le fait de savoir qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. Moi, je vous donnerai 2 orientations. Heu, Ça, c'est vraiment, c'est les choses sur lesquelles je vous invite à méditer. La première, il y a une chose, c'est un truc qui vient des japonais, mais que même moi j'ai pu utiliser, qui est assez utile, qu'on appelle l'ikigai. L'ikigai, ça s'écrit I-K-I-G-A-I. Je vous invite à regarder et en fait, c'est ce qui va mélanger entre ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on peut monétiser et cetera et cetera et vous allez voir en fait que grosso modo, vous aurez 4 cercles et qu'à partir de ces 4, à partir de ces 4 spécificités, vous allez pouvoir trouver, comment dire? Vous allez en fait avoir un point commun sur qu'est-ce que vous allez pouvoir monétiser et ce sur quoi vous allez pouvoir en fait un petit peu, devenir un expert et faire en fait voilà quelque chose de passionnant pour vous, on va dire ça comme ça. Et si maintenant, en dehors de ça, il y a une autre question que vous pouvez vous poser concrètement et ça c'est la chose sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est, comment dire? Comment expliquer? Heu, c'est par rapport à voilà, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire gratuitement? C'est-à-dire que là, demain, imaginons, vous êtes un crack en informatique et vous aimez ça. Mais en fait, inconsciemment, hein, je dis bien inconsciemment, les gens vous sollicitent pour ça. Et vous, vous aimez trop ça. Mais en fait, vous vous rendez même pas compte, vous pouvez le faire gratuitement tout le temps. Mais vous vous rendez même pas compte que vous pouvez le monétiser. Et en plus, c'est une passion. Donc la question que vous pouvez vous poser, si il y a une question simple à vous poser, c'est demain, si j'ai un truc que je peux faire gratuitement tous les jours et qui est, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que ça serait? Moi, par exemple, je sais que je suis arrivé rapidement sur les stratégies sur mesure. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Heu, Maintenant par rapport à vous, c'est vraiment une question que vous devez vous poser. Donc ça, c'est par rapport à la notion d'aimer la chose. Et là, par rapport à cela, bon, pour rassurer aussi certaines personnes, c'est, la question qui peut se poser automatiquement, c'est, bah, bon, il y a 2 possibilités, en fait. Il y a le fait de vivre de sa passion. Aujourd'hui, on peut distinguer 2 types de personnes. Ceux qui vivent de leur passion et ceux qui ont un profil plutôt commerçant. Donc là, ceux qui vivent de leur passion, je vous ai donné à peu près les outils, grosso modo, quoi, déjà l'intérêt de faire quelque chose qu'on aime, mais aussi l'autre chose, un petit peu comment vous pouvez le définir. Après par rapport à ça, en fait, si je le détaille pas, c'est parce que ça prend un peu de temps, et pour, essayer de respecter à peu près les délais, de la conférence, je vais pas rentrer dans le détail. La deuxième notion, c'est, bah, d'avoir un profil plus commerçant. Alors, avoir un profil plutôt commerçant, ça, c'est, on va dire, la majorité des personnes en général, et par rapport à cela, donc ça, c'est pour les personnes qui disent: «Moi, je sais voilà, moi, je suis plus le genre de personne, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose que j'aime. Moi, je suis plus un profil où, voilà, je vais un peu charbonner», on va dire ça comme ça. Alors, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir et je prends l'exemple de Uber, de Netflix, c'est pas eux, ils étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient à la base. Uber, c'est juste qu'ils étaient obnubilés par la croissance. Netflix, il était obnubilé par, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, en fait, qu'ils avaient une compétence qui leur servait dans tout type d'activité. Le fait d'être obnubilé par l'expérience utilisateur, c'est-à-dire le fait que les utilisateurs se sentent bien dans leur plateforme, par exemple pour Netflix, c'est ce qui a fait la différence et d'avoir quelque chose qui puisse correspondre à leurs besoins. Donc c'est une première notion. La deuxième chose, donc le commerçant, ça va être plutôt quelqu'un qui va analyser son marché et qui aura même plutôt du flair et ça, c'est bon, même si c'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux d'avoir du flair dans le business parce que ça sert toujours. Donc ça, en général, les commerçants, vous verrez même qu'ils peuvent changer rapidement d'activité.
parce qu'en fait, eux, ils vont un peu au gré des opportunités et voilà. Donc maintenant, si vous avez plus ce profil-là, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Alors, la première, c'est, très simplement, qui est-ce qu'on veut aider? Parce que là, c'est tout bête, hein, ce que je dis, mais automatiquement et en fait, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de copier sur tout le monde. La notion de qui on veut aider, heu, comment expliquer? Heu, elle n'est pas figée. C'est-à-dire, en fait, que si vous voyez que, je vous prends un exemple, voilà, des personnes, on va prendre par exemple les shampoings capillaires, et vous, vous voyez que par exemple, les personnes qui ont des cheveux, afro-américains, des coupes plutôt afro, ils voient que voilà les shampoings, on va dire, entre guillemets pour cheveux lisses, sont pas du tout adaptés et eux, ils voient qu'il y a un créneau là-dessus. C'est-à-dire, ils disent: «Bon, en réalité, heu, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait une problématique qui était mal résolue et je vais lancer en fait une marque de shampoing là-dessus». Il y a une entreprise qui a fait ça, hein, c'est si je prends cet exemple-là, une entreprise américaine qui a très, très bien marché en fait, notamment sur ce point-là. Parce que, voilà, c'était pas la même, notion, comment dire? C'était 2 poids 2 mesures, on va dire ça comme ça. Donc la première c'est qui je veux aider. La deuxième et ça c'est peut-être l'élément le plus important, c'est qu'est-ce que les gens demandent? Est-ce qu'il y a un marché et quel est son ticket d'entrée? Là, par exemple, là, on va me dire: «Ah mais ouais, bah, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les gens demandent». Alors par rapport à ça, déjà, je vais vous donner deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé, comme la majorité des gens font, ramener des produits de Chine et les vendre en France. Vous pouvez le faire de manière inversée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits français, par exemple, sont des produits qui plaisent beaucoup. Heu et la preuve en est, vous verrez que généralement, dans un certain nombre de pays, asiatiques ou autres, les produits français, même des produits basiques, hein, c'est-à-dire des produits que vous allez voir ici qui coûtent pas cher, ils peuvent être revendus 5 fois plus cher, 10 fois plus cher, voilà. Ils sont vendus beaucoup plus cher. Donc ce qui veut qu'automatiquement, cette notion-là, fait qu'on voit le business différemment. Parce qu'en fait, on vient là où les gens ils demandent et on vient aussi avec une méthodologie inversée, c'est-à-dire, bah, voilà, moi je vais vendre des produits français plutôt que ramener des produits de l'extérieur et les ramener ici sur un marché ultra concurrentiel, alors qu'à l'extérieur, en fait, en réalité, il y a un marché qui est encore plus grand. La deuxième chose, que moi je vous invite à regarder sur savoir qu'est-ce que les gens demandent, c'est de faire une sorte d'étude de marché partielle. Soit de regarder du côté, des d'entreprises comme Amazon. Alors sur Amazon, c'est assez facile de savoir quels sont les produits qui marchent ou pas. Bon, par rapport à ça, très succinctement, aller voir tout ce qui est notion de BSR, mais aussi sur les sites e-commerçants, il y a des techniques assez simples à utiliser pour savoir si un produit marche ou pas, comme des vélos électriques et cetera. Mais aller généralement sur des marchés, voilà, qui fonctionnent et il y a des données qui peuvent le signaler assez facilement. Je pense même qu'en termes de contenu gratuit ou même des petites formations ici et là, vous pouvez trouver ça assez rapidement. Et la troisième notion, par rapport à aussi, comme question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir quelle est la problématique qui n'a pas été résolue. Je prends l'exemple de BlaBlaCar, de Drive, de Airbnb et cetera. Vous verrez en fait que toutes ces sociétés aujourd'hui, Facebook et cetera, elles ont toutes un point commun, c'est des sites de mise en relation. C'est des sites de mise en relation et c'est les plus grosses sociétés. Mais aussi une de leurs spécificités, BlaBlaCar, Airbnb et cetera, c'est qu'ils sont venus répondre à une problématique qui était déjà existante. Donc si vous préférez, moi le conseil que je peux vous donner aussi, c'est si vous savez vraiment pas quoi faire, observez autour de vous quelles sont les problématiques qui sont mal résolues ou pas résolues. Et à partir de là, il peut y avoir un marché. Après, c'est juste que vous devrez voir vraiment le potentiel de marché. Donc là, il y aura des, il y a des petites techniques par rapport à ça et je reviendrai dessus. Mais déjà, savoir cet aspect-là. Et après, la deuxième chose, c'est que ce qui a notamment pu permettre à ces entreprises de rester sur du long terme, en tout cas, quand je dis du long terme, tout est relatif, c'est la qualité de leur service et l'expérience utilisateur. Voilà. Donc ça, comment expliquer? Ça, c'est vraiment sur les 2 aspects, d'accord? Lié à la passion et lié, à l'entrepreneuriat. Donc maintenant, je vais vous prendre un exemple très simple, pour peut-être un peu plus, vous aiguiller un peu plus là-dessus. Par exemple, là, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous voyez que dans vos qualités, plutôt que du terrain où vous êtes pas trop à l'aise, vous êtes plutôt sur le web et vous voyez que vous êtes plutôt bon là-dessus. Et là, vous voyez que, bon, là, vous avez certaines qualités et vous vous dites: «Il y a énormément de possibilités sur le web». Il y a du copywriting, c'est-à-dire l'art de vendre par écrit, il y a, comment on appelle ça? L'affiliation, il y a les sites web, il y a les designs, il y a en fait pléthore de marchés et c'est vrai que ça peut être assez et je vais pas mentir, hein, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, les revenus passifs et tout ce que vous voulez, investir ici et là, vendre en ligne et cetera et bah, là, par exemple, vous voyez que vous, dans vos qualités, vous êtes quelqu'un qui est fort pour comprendre les besoins des gens.
vous êtes bon dans la psychologie, on va dire, «humaine» entre guillemets, on va dire ça comme ça, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que vous avez, ce sens aiguisé-là. Mais en plus de cela, vous avez une plume, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui aimait bien écrire. Voilà, je vous dirais, bah, automatiquement, ne faites pas des sites, allez directement dans le copywriting, il y a un marché là-dessus et automatiquement, allez vers là où vous serez bon, sur ce point-là et donc là, vous avez vu, vous aviez un profil avec, une capacité à discerner les besoins et de l'autre côté avec une plume. Vous avez trouvé le copywriting. Vous êtes plutôt quelqu'un de méthodique, sur des aspects techniques, qui est voilà, qui est plutôt derrière un ordinateur et cetera. Peut-être que les sites web, ça sera plus pour vous et cetera quoi. Les sites web plus dans le développement, vous m'avez compris. Vous êtes plutôt créatif, vous aimez bien un petit peu, voilà, tout ce qui est un peu plus artistique en général, comment on appelle ça? Vous serez plus dans le design automatiquement. Mais après même dans le design, il y a plein de types et dedans aussi vous pouvez vous spécialiser. Donc voilà, ça c'était un élément et je vais vous donner un autre exemple encore une fois de personne qui a fait, quelque chose qu'elle aimait, qui s'appelle Marie Kondo. Bon, pour ceux qui connaissent, ou non, c'est en fait quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est rangement de maison et en fait qui était passionné par ça. Et moi le conseil que je peux vous donner encore une fois par rapport à ça, c'est que, bah, aujourd'hui même pour vous dire, hein, elle fait des formations en ligne, je sais même pas elle pèse combien si ce n'est des millions et juste pourquoi? Parce qu'elle vivait de sa passion. Donc, en résumé, sur ces, aspects-là, comment dire? C'est, de manière très simple, hein. Si vous êtes plutôt sur le fait de vouloir, comment dire? Faire quelque chose que vous aimez, trouvez votre ikigai, comme on appelle, ou posez-vous la question: «Qu'est-ce que je pourrais faire gratuitement tous les jours?» Formez-vous sur ce que vous allez monétiser, sans aller trop loin, mais vous allez comprendre, voilà, n'allez pas dans toutes les formations si vous préférez, c'est pas ce qui est l'objectif et je reviendrai dessus et déterminez réellement vos besoins. Je vais vous prendre un exemple très simple, comme ça vous allez comprendre, mais ça, c'est un élément très important. J'ai récemment un jeune qui est venu vers moi, quand je dis un jeune, c'est voilà, un étudiant qui est venu vers moi et qui me disait: «Bah, écoute, moi, en fait, c'est un développeur web à la base, il a une formation de développeur web il me dit: «Écoute, j'ai payé une formation, un workshop, je crois à peu près à 1 000 € et c'est une formation à la base, pour WordPress». Pour ceux qui connaissent WordPress, voilà, c'est dans le développement web, c'est même entre guillemets, je vais pas dire que c'est pas du développement web, il y a du développement web en réalité dedans, mais il y en a beaucoup sans développement et qui arrivent à faire des sites avec. Et moi, je lui pose la question, je dis: «Mais pourquoi tu fais ça, en fait? Parce que tu en as pas besoin. Surtout mettre 1 000 € juste pour faire, du WordPress, en réalité, tu en as strictement pas besoin». Et ce qu'il me dit, très simplement, il me dit: «Bah, écoute, la chose c'est quoi? C'est que, bah, en fait, si moi je fais ça», et en fait, quand on commence un petit peu à discuter, il me fait comprendre, en fait, que, bah, il manque de motivation, en fait. Donc ça veut dire qu'en fait, il a payé 1 000 € à la base, même pas parce qu'il avait réellement besoin de comment on appelle ça? De même pas parce qu'il avait besoin d'une compétence particulière, hein. C'est vraiment parce qu'en fait, il avait besoin de motivation. Et certaines personnes, en fait, la seule chose dont ils ont besoin, c'est un accompagnement et de la motivation et pas forcément de compétences spécifiques et ça change tout, en fait. Et dans le deuxième cas où vous êtes plutôt un commerçant, là, vous allez vers des formations spécifiques. Donc là, ce que vous devez faire en général, allez voir du contenu gratuit, vous allez voir plus ou moins ce qu'il en est et à partir de là, allez vers des gens reconnus, allez vers des gens qui ont une véritable expérience. N'allez pas dans toutes les formations, allez-y étape par étape et même par rapport aux formations, il y a, comment on appelle ça? Des formations du type, vous allez sur Udemy, il y a souvent des formations à 12 € sincèrement donc voilà, pour vous donner juste un ordre d'idée à ce niveau-là. Alors attendez, je remets juste le diapo, voilà. Donc voilà et une autre notion aussi que vous devrez, prendre en compte, c'est de connaître, il y a aussi, ah oui, une notion très importante, c'est que quand vous faites les formations comme par exemple, si vous êtes dans le e-commerce et cetera, c'est qu'il y a la formation et après il y a le budget pour lancer le produit et le budget pour lancer le produit, c'est pas seulement l'investissement dans l'achat du produit, hein. Il y aura peut-être un budget com et cetera. Donc il faut prendre en compte tous ces aspects-là. On est prêt à